McKinsey. Avant 2022, je pense que ce nom aurait rien dit à personne, mais aujourd'hui, on en a tous entendu parler. Histoire de quand même repréciser, McKinsey, c'est un cabinet de conseil international qui a été sollicité par notre gouvernement pour les conseiller en fait. Ça paraît logique. Ce cabinet a été fondé en 1926 par James O. McKinsey, d'où le nom, comme Monsieur Poubelle qui a inventé les poubelles. Ils sont implantés dans 65 pays, ont 2 bureaux en France, un sur les Champs-Élysées et l'autre à Lyon, et comptent environ 600 salariés. Ils travaillent aussi bien avec des sociétés privées que des entités publiques comme l'État français, parce que c'est le sujet de cette vidéo, je le rappelle, mais visiblement ils sont pas très bons pour ça. Et c'est pas moi qui le dis. En 2018, la Cour des comptes publie un rapport, pas très flatteur, qui dit « En matière de conseil stratégique, la qualité des travaux est souvent faible, les préconisations très générales et laconiques. » Laconique, nom commun masculin qui est concis et succinct. C'est marrant parce que c'est tout le contraire de la rubrique scandale et controverse de leur page Wikipédia. Pour préciser, un cabinet de conseil, il doit normalement aider ses clients à améliorer leur stratégie de communication, à monter des dossiers sur tel ou tel sujet, les conseiller, leur proposer des solutions ou les briefer pour assurer leur passage à la télévision. En revanche, ils sont pas censés, eux, se retrouver à la télé. Si ça arrive, c'est clairement ça a merdé. McKinsey. Et là, clairement, ça a merdé. Mais du coup, qu'est-ce qu'on leur reproche? Et là, il semblerait que McKinsey ne paie pas d'impôts en France depuis 10 ans. Et ça fait un peu long, mine de rien, 10 ans. Pour rappel, il y a 10 ans, c'était la sortie du film The Artist. Barack Obama est réélu président des États-Unis. Félix Baumgartner saute en chute libre d'une hauteur de 39 km. Mass Effect et Far Cry 3 débarquaient sur nos consoles. Et ça reste clairement les meilleurs de leurs sagas respectives. Là-dessus, il y a zéro débat. N'est-ce pas, Kelly? Voilà. C'est marrant parce que pourtant, le directeur associé Karim Tadjadine, il disait pas ça quand il s'est retrouvé en face des parlementaires le 18 janvier 2022. Et quand je dis il disait pas ça, je parle pas de Far Cry, je parle bien de McKinsey et de ses impôts en France. Donc parce que je pourrais comprendre que j'en ai perdu quelques-uns. Je vous mets l'extrait. Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France. Bon, mais du coup, ça la fout mal, parce qu'on a démontré par la suite qu'il mentait en fait. Les yeux dans les yeux avec des parlementaires, le gars est chaud quoi. Et concrètement, au moment où je tourne cette vidéo, ils sont poursuivis pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Voilà. Vous aussi, vous vous demandez ce qu'ils étaient devenus? Eh ben c'est normal, parce qu'on n'en parle plus trop, en fait, bizarrement. Mais alors, bon, des boîtes qui payent pas leurs impôts en France, il y en a plein. Vous connaissez Netflix ou Amazon? Mais c'est pas une excuse. Et j'espère bien qu'elles finiront toutes par être condamnées. Mais ce que je veux dire, c'est que McKinsey, il y a une petite particularité. C'est qu'en fait, une bonne partie de tout le pognon gagné en France, et ben c'est l'État français qui leur a filé en fait. Ah, c'est con. Ils payent pas d'impôts sur l'argent qu'on leur file. Du coup, le Sénat démarre une enquête en mars 2022, avec pour objectif de les démarrer eux. Parce que, voyez-vous, le Sénat, il est un peu chafouin. Il se rend compte que le gouvernement Macron, il aime bien faire appel à des consultants externes. Mais genre, il aime vraiment bien, quoi. Genre un petit peu trop. Bon, Manu, ce qui répond à ça, c'est que tous les gouvernements précédents, ils faisaient aussi appel à des cabinets de conseil. Comment, depuis 15 ans, les contrats avec les consultants ont évolué? Je suis pas persuadé que sous ce quinquennat, il y ait eu moins de contrats que sous certains autres. C'est vrai, parce que dans l'idée, ça permet de pallier à des compétences que les cabinets ministériels n'ont pas, donc on demande à des externes en fonction des besoins. Pas de soucis, Manu. Mais alors là où ça devient un tout petit peu gênant en histoire, c'est qu'entre 2018 et 2021, les dépenses dans des agences, elles ont plus que doublé. Ouais, ça la fout mal. On parle quand même de 893,9 millions d'euros, claqués en une seule année. C'est dommage, on est passé à 5 milliards. Et juste pour qu'on réalise un petit peu mieux la somme que ça représente, 893,9 millions, on peut filer un SMIC à quelqu'un pendant 56 000 ans. Voilà. Et peut-être qu'après ça, il aura droit à sa retraite. Peut-être. Mais faites pas ça, le SMIC, ça reste pas foufou quand même. Bref, des millions, le gouvernement, il en dépense pour plein de raisons. Et en vrai, McKinsey, c'est seulement 5% de ces 893 millions. Donc seulement 27 millions d'euros en 3 ans. De ce qu'on en sait, en tout cas. Qui ne s'est jamais fait 9 millions en une année? Mais voyons ces dépenses plus en détail. Bon, même si ça ne sera pas exhaustif, vérifions ensemble que ça a été correctement dépensé. Dans ces 27 millions, on a une évaluation de la stratégie nationale de santé. Les gens dorment dans les couloirs, on n'a pas assez de lits, pas assez de brancards, pas assez d'oreillers, et on est avec de l'humain, et de l'humain malade n'a pas le droit d'avoir ça. Ok, sinon, on a la viabilité des solutions informatiques de la CAF dans le cadre de la réforme des APL. Oui, l'année 2021 a été compliquée pour les CAF, avec une réforme importante qui est passée sur les aides au logement, qui a permis de mettre en œuvre cette réforme, mais qui a induit des effets, des perturbations de système d'information, un changement de pratique. Et donc, voilà, une année pas simple, dans un contexte par ailleurs de Covid, qui s'applique à tout le pays, bien sûr, mais qui s'est appliqué aussi aux salariés des CAF, personnellement, leurs familles, les écoles, etc. Des salariés dont l'effectif
a été réduit depuis 5 ans. 800 emplois supprimés sur 36 000 postes, la principale cause des retards de versement d'allocations, selon les représentants du personnel. Ok, on passe. Eh bien, on a aussi l'organisation logistique de la campagne vaccinale du Covid. Bon, paniqué. La France est toujours à la traîne sur le dossier des vaccinations. Alors que l'Allemagne, par exemple, a déjà vacciné au moins 240 000 personnes, le Royaume-Uni près d'1 million, le gouvernement français, lui, prend son temps. Et ce lundi soir, il était prévu que seuls quelques milliers de vaccins aient été réalisés. Ce chiffre, c'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui l'a promis dimanche. Une centaine d'hôpitaux offriront la vaccination aux soignants d'ici mercredi, a-t-il encore promis, revendiquant, je cite, de gérer les stocks de vaccins en bon père de famille. Patients ultra ciblés, visites pré-vaccinales, consentement écrit, cette gestion fait maintenant polémique et fait que de plus en plus de médecins dénoncent le manque de courage politique du gouvernement face à une population encore réticente face à la vaccination. Ah, ouais, donc que des réussites, quoi. Ah, impeccable. En résumé, ça n'a pas l'air d'être les personnes les plus compétentes du monde, ils sont rémunérés grassement pour ce qu'ils font, mal, et ils payent pas d'impôts. C'est des Balkany en fait. Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés hier par la Cour d'appel de Paris. En tout cas, ça n'a pas empêché notre gouvernement de passer un marché de 375 millions d'euros avec une quinzaine de sociétés de consultants cet été. Et dans les 15, bien évidemment, il y avait McKinsey. Les vieux pots, la confiture, tout ça. Ils ont quand même attendu 5 mois avant de leur filer un nouveau contrat. Pas bête, ils se sont dit... Les gens ont oublié. Et en effet, il semblerait qu'on ait déjà oublié. En vrai, avec les incendies, les violences policières et le retour du débat sur le Burkini, l'été 2022, il était chargé. Et je parle pas de la guerre en Ukraine, des pénuries d'essence et de moutarde. Et j'en passe. Désormais, le nom de McKinsey résonne aux côtés de celui de Big Malio. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Ah oui, celui-là aussi on l'avait oublié. Comme quoi, on n'en est pas vraiment à notre premier scandale d'État. Alors pourtant, je vous avoue que j'ai jamais trop compris le fond de ces affaires que mon grand-père aurait qualifié de magouille de politicards. Tous pourris, même qu'il aurait dit. Mais je vous propose d'aller plus loin dans cette fine analyse et de creuser le sujet. Pourquoi et comment ces agences de conseil se sont-elles retrouvées aussi proches et aussi liées à nos gouvernements successifs? Et ça tombe bien, parce qu'en fait, il y a quelques années, je suis tombé sur un exemplaire de la Revue dessinée, et numéro 9 précisément, avec une enquête de la journaliste Aurore Gorgius qui s'appelait « Les gourous de la com ». C'est mon beau-frère Jérém qui me l'avait prêté. D'ailleurs, ça me fait penser que je lui ai jamais rendu. Donc, Jérém, si tu regardes cette vidéo, c'est toujours moi qui l'ai, et sache que tu peux toujours te brosser pour le récupérer. Des bisous, il m'adore. Et si vous voulez la lire, sachez qu'elle a été rééditée dans ce bouquin, À l'oreille des politiques, qui reprend l'enquête à laquelle s'ajoutent 2 autres, une sur les lobbies et une sur le pantouflage dans les cabinets ministériels. Je suis pas payé pour vous faire la promo du bouquin, c'est juste que c'est une mine d'informations qui mériterait d'être plus lue et même que j'en fasse d'autres vidéos. D'ici 12 ou 15 ans, vu mon rythme de parution. Bon, je pense même en fait que ce serait plus rapide pour vous d'aller le lire. Non, en fait, je pense que ce serait même plus rapide pour vous de refaire l'enquête, d'écrire un livre sur le sujet, de démarcher des producteurs pour l'adapter en film et de le sortir en salle, puis en Blu-ray, plutôt que d'attendre que j'en fasse des vidéos en fait. Je suis si lent, putain. Bref, l'idée de BD enquête, c'est vachement bien, il y a plein de jolis dessins dedans pour tout bien comprendre, et moi j'adore les jolis petits dessins. Donc, vous l'aurez compris, c'est ma lecture de référence pour cet épisode. Elle a été cruciale pour comprendre comment on en est arrivé au scandale McKinsey. Comment les cabinets de conseil sont apparus, comment ils se sont rapprochés du pouvoir, et pourquoi est-ce qu'ils exercent aujourd'hui une influence aussi importante sur lui. Pour comprendre tout ça, il va d'ailleurs falloir remonter en 1968, et plus précisément dans le courant du mois de mai. En 1968, le général de Gaulle et président de la République française, les Shadocks, commencent à être diffusés sur la première chaîne de l'ORTF, et le premier jeu de stratégie textuelle Hammurabi débarque sur le PC 4 ans avant Pong. Dans le jeu, on incarne l'ancien roi de Babylone. On doit gérer la quantité de graines à attribuer aux cultures, la nourriture de la population et l'achat de nouvelles terres. Mais c'est là où ça se corse, parce qu'en fait les rendements ils sont aléatoires. Et comme dans la vraie vie, y a des fléaux qui arrivent. On a dit Far Cry 3, Maxime. Far Cry 3. Ok. Bon, c'est pas grave, on le fera plus tard sur Twitch. Vous allez adorer. En 1968, on est surtout en plein dans les 30 glorieuses. Vous savez, cette période qu'on nous présentait durant les cours d'histoire comme la plus prolifique et la plus heureuse pour la France d'après-guerre. Et c'est le cas, hein. Le taux de foyer disposant d'une baignoire ou d'une douche passe de 10% à la moitié, et ceux équipés de toilettes d'un quart à la moitié. Pas dégueu. Et du coup, j'aimerais juste qu'on s'arrête 10 secondes sur cette phrase de Wikipédia pour réaliser qu'il y a à peine 1 ou 2 générations, avoir des chiottes chez soi,
Et ben c'était plutôt un luxe. Tu m'étonnes qu'Internet soit incompréhensible pour toute une génération. Bravo, vous êtes sur Internet. Donc, les 30 glorieuses, ok, mais pas pour tout le monde. Et ben comme aujourd'hui en fait. Certains connaissent une hausse de leur niveau de vie et profitent des joies des débuts de la société de consommation telle qu'on la connaît. Grâce à la publicité et au cinéma américain, les Français vont découvrir le confort moderne et petit à petit la société de consommation. Acheter un réfrigérateur, se doter d'une salle de bain équipée ou avoir une voiture comme la 4 chevaux constitue une petite révolution pour la majorité des Français. Les insouciants. Et dans le même temps, le fossé entre les différentes classes sociales se creuse de plus en plus. Et bah comme aujourd'hui aussi en fait. L'accélération de la concurrence internationale en Europe entraîne une chute de l'économie française. De nombreuses usines ferment et c'est pas moins de 5 millions de personnes sur les 50 millions de Français, soit 10%, qui se retrouvent à vivre sous le seuil de pauvreté en parallèle d'un nombre de demandeurs d'emploi qui va augmenter régulièrement. Comme aujourd'hui. Ah non. Non, parce qu'en 2019, on a passé la barre des 14%. Donc pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus. Et c'est pas du tout une bonne nouvelle. Bon, évidemment, ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est les classes laborieuses, les mineurs et les ouvriers en région parisienne comme en province qui restent les plus précaires. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur une période de transition. Les baby-boomers sont désormais de jeunes adultes et représentent à eux seuls un tiers de la population. L'urbanisation croissante a entraîné une massification de l'éducation nationale, de l'université, l'avènement de la culture et les médias de masse. Et coucou la télé! Donc on a des gens plus éduqués et une information de masse qui circule de plus en plus vite. Et on ajoute à ça un gouvernement vieillissant qui se retrouve face à un peuple jeune et bien conscient des inégalités sociales. Ce qui est d'ailleurs au passage rigolo parce qu'en fait, ça veut dire que nos boomers se plaignaient d'être gouvernés par de vieux réacs conservateurs à l'époque. Et c'est ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Douce ironie. Mais bon, le conflit générationnel, c'est un truc cyclique. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote il disait déjà « Les jeunes ont l'âme élevée parce qu'ils n'ont jamais été humiliés par les misères de la vie, ni pressés par le besoin. Ils pensent tout savoir et soutiennent leur opinion avec force, ce qui vient aussi de ce qu'ils font tout avec excès. » Bref, les travailleurs se plaignent de leurs conditions de travail et de leur précarité. La jeunesse lit Harakiri, Debord et Deleuze écoutent les Stones, sont fascinés par le Che, rejettent la guerre du Vietnam et dénoncent l'impérialisme américain. Vous l'aurez compris, une partie de l'opinion publique commence à remettre en cause le gouvernement vieillissant du général de Gaulle et on a là le parfait cocktail pour des mouvements de protestation, des blocages et des revendications sociales. Et bam! Le vendredi 3 mai, les étudiants prennent tout le monde au dépourvu en lançant l'occupation de la faculté de la Sorbonne. Ils sont plusieurs centaines, dont certains venus de l'université de Nanterre, qui n'est pas vraiment du goût du recteur de l'Académie de Paris, qui va tout simplement demander aux forces de l'ordre de les dégager. Bon, l'affrontement est assez violent, les étudiants montent des barricades et les policiers tentent de les déloger à coups de lacrymo. Bilan de la soirée, 574 personnes sont arrêtées. Alors, de nos jours, voir des étudiants, des pompiers ou des infirmiers se faire malmener par les forces de l'ordre, on commence malheureusement à avoir l'habitude, mais à l'époque, ils sont sur le cul de constater qu'ils sont pas protégés par leur statut d'universitaire, et qu'on les a dégagés sans chercher à négocier, et sans les prévenir surtout. Il y a même plusieurs doyens et un ancien recteur qui critique l'intervention. Donc, vous vous en doutez, ils comptent pas en rester là, et ils continuent à organiser des manifestations. Pour vous dire l'ampleur et la soudaineté du mouvement, au début, la CGT et le PCF, ils suivent même pas le mouvement. Parce qu'en fait, ils se disent que ça doit venir des ouvriers à un bordel pareil, mais pas des petits étudiants à télo bobo parisiens. Et là, les lycéens vont se jeter dans la mêlée. Le vendredi 10 mai, les manifestations prennent une toute autre ampleur. On se retrouve avec un cortège de 20 000 personnes qui va prendre place et s'installer dans le quartier latin. Et quand je dis qu'ils s'installent pas avec des plaids et un réchaud pour se griller des marshmallows. Non, les pélos, ils arrachent des grilles d'arbres, des panneaux de signalisation, des pavés au cas où il y aurait des charges policières. Ils sont pas là pour déconner, ils sont prêts à en découdre et à taper un putain de siège si besoin. C'est la fucking nuit des barricades. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire, puisqu'ils vont se friter jusqu'à ce que la dernière barricade soit démontée à 5h30 du mat. Et toute la nuit durant, ils balancent des caillasses, ils se tapent contre les flics, ils crament des trucs et en face ça réplique à la lacrymo et ah pardon, c'est pas le bon magnéto. On la refait. Et toute la nuit durant, ils balancent des caillasses, ils se tapent contre les flics, ils crament des trucs et en face ça réplique à la lacrymo et à la matraque. Bon, le bilan, c'est une scène de guerre urbaine avec 125 voitures explosées, 63 incendiées, des rues dévastées, 247 policiers blessés pour au moins une centaine de manifestants et au total 469 personnes interpellées. Une dinguerie. Bon d'ailleurs, les grands patrons qui ont connu ça, ils tremblent encore des genoux quand on leur raconte. Les gars, ils checkent tous les soirs sous leur lit pour vérifier qu'il n'y a pas un manifestant avec un pavé à la main prêt à leur balancer à la gueule. Preuve qu'il s'agit d'un événement qui a marqué plusieurs générations, la Sorbonne a de nouveau été bloquée en avril 2022 par des étudiants manifestants contre la montée de l'extrême droite. Comme quoi la jeunesse s'emmerde toujours au Front National, ça fait plaisir. Le lendemain, le Premier ministre Pompidou, il cède aux revendications. Il amnistie les étudiants, il demande à la police de se retirer de la Sorbonne. Alors comme ça a l'air d'être un move sympa. En mode, ok, on fait la paix,
Mais visiblement, il espérait surtout que les étudiants passent pour les méchants de l'histoire. Et ça marche. Suite à sa décision, tous les gens se calment et les manifestations cessent. Pas du tout! C'est encore plus que ce bol. Les 5 plus gros syndicats de l'époque appellent à une grève généralisée. Voilà. Et chaque tentative de calmer le jeu ou de le censurer, ça va entraîner des réactions encore plus importantes. L'ORTF censure l'émission Panorama qui devait reporter les événements et les revendications des syndicalistes. Voilà. Les journalistes répondent par 5 semaines de grève. Alors, je précise au passage, l'ORTF, c'est l'Office de radiodiffusion télévision française. Et à l'époque, des chaînes de télé nationales, il y en avait 2. Et les 2, c'était l'ORTF. Bonjour la liberté de la presse. Les syndicats lancent donc une grève généralisée le lundi 13 mai qui réunira les lycéens, les étudiants, les ouvriers et les employés venus de toute la France. La petite réunion syndicale tranquille. En tout cas, ça fonctionne. Le mouvement est suivi par tout le pays et ça s'arrête plus. Mais genre plus du tout. Ça fonctionne trop bien. C'est-à-dire que, en fait, le lendemain, c'était pas forcément censé continuer, quoi. Les gens s'étaient mis d'accord pour le 13, mais en fait, spontanément, au-delà même des demandes des syndicats, dans toute la France, t'as des usines qui se retrouvent occupées spontanément. Il y a des meetings géants qui se créent, des débats intergénérationnels, comme par exemple au théâtre de l'Odéon à Paris, qui devient un lieu de rencontre entre les ouvriers, les artistes et les comédiens. Une agora, concrètement et littéralement le retour de la place publique où le peuple se retrouve pour discuter, pour échanger ses points de vue. On se fait ça quand vous voulez. Le 20 mai, on comptera aux alentours de 10 millions de grévistes, ce qui fait quand même 20% de la population. Voilà, c'est pas dégueu. Bon, et pour tout vous dire, à ce moment-là, les syndicats, ils sont paumés. Parce que, en fait, ils peuvent plus faire leurs revendications habituelles. Eux, ils sont habitués à demander un meilleur salaire, des meilleures conditions de travail et tout ça. Mais là, le mouvement, il se politise. Je pense qu'il faut pas politiser. Mai 68. Les gens commencent à réclamer une vraie autonomie, plus de responsabilités pour les salariés, une sorte de co-gestion des entreprises. Plus les gens se réunissent et discutent entre eux, et plus ils commencent à rêver d'un autre modèle. Le pays entier, il se retrouve paralysé, et ça va durer comme ça jusqu'au 30 mai. C'est simple, on a le plus grand mouvement social depuis 1936, et il s'affiche de plus en plus comme anticapitaliste et anti-bourgeois. Le général de Gaulle, il est dépassé. Il propose du coup un référendum en mode « Je vous ai compris, venez, on réforme l'université, la participation des employés, les trucs que vous parlez, là, allez-y, on y va. » Gigaflop. En fait, c'est même pire que ça, son discours entraîne la nuit des barricades, le retour. Et c'est ainsi que le régime prend fin, le capitalisme brûle et on assiste à l'émergence d'un nouveau modèle de société, le solarpunk. Bon, vous savez que c'est faux, mais avouez que ça aurait eu de la gueule quand même. Et à la place, les images des dégradations liées aux manifestations véhiculées par les médias donnent surtout l'impression à l'opinion publique qu'on se dirige vers une société post-apo. Ce qui va doucement, mais sûrement les retourner contre les manifestants. Faut ajouter à ça la difficulté à mettre en place un régime provisoire ou alternatif, la frilosité du PCF et des syndicats à continuer à suivre le mouvement, et surtout la proposition d'acquis sociaux que fait miroiter le Premier ministre Georges Pompidou via les accords de Grenelle. À ce moment-là, le président du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, Paul Huvelin, il se retrouve face à Henri Krasucki, le secrétaire général de la CGT, qui va signer la reprise du travail dans les usines, avec la promesse d'un droit syndical dans l'entreprise, la semaine de 40 heures, le paiement des jours de grève à 50% et surtout une hausse du SMIC de 35%. Et là, De Gaulle, il finit par chauffer. Et il met un coup de pression à tout le monde. Il commence en faisant une Naruto, disparition dans un nuage de fumée, sans prévenir personne, pour aller causer avec le général Massu, en Allemagne. Et ça a mis tout le monde en sueur. Après ça, il est revenu avec un ultimatum, en mode « Les cocos veulent renverser la République et bâillonner le peuple en bloquant le pays. Donc soit on fait des législatives anticipées, soit moi je passe en mode QI, pouvoir absolu, et ils nous fument tous. » Alors, je suis pas sûr que ça ait été ces termes exacts, mais vous avez les derniers brasiers de la résistance, comme ceux des entreprises Renault-Flin et Peugeot-Montbéliard-Sochaux, sont soufflés dans des affrontements violents. Une troisième nuit des barricades a même lieu entre le 11 et 12 juin, menée par les derniers irréductibles. La Sorbonne est évacuée, certains journalistes grévistes de l'ORTF sont licenciés, les gaullistes remportent la majorité à l'Assemblée nationale avec des nouvelles législatives, et les accords de Grenelle jamais officiellement ratifiés seront appliqués un temps avant d'être absorbés dans différentes réformes. Et pour la fin du capitalisme, on verra ça une autre fois. Mais les patrons, eux, ils sont ravis. Ils se disent « Enfin, ça y est, on va pouvoir offrir des meilleures conditions de travail aux salariés, plus de droits sociaux et... » Ok, bon, j'arrête, je vois bien que vous y croyez pas. Non, la vérité, c'est que les gars, ils sont traumatisés. Le patronat, il se dit « Plus jamais ça !» Il se demande ce que c'était que ce bordel. Plus jamais il veut voir des revendications sociales et des mouvements contestataires aussi forts et unifiés. C'est hors de question. Du coup, ils vont réfléchir à comment s'organiser pour que ça arrive plus jamais. Et une des mesures qu'ils vont mettre en place, c'est une caisse anti-grève. Les PIM. Vous allez adorer le principe, il est ultra simple. Imagine, t'as ton entreprise, c'est là, tu fais ton bise, t'engranges des bénéfices, mais t'as quand même un peu peur que tes employés, ils se rendent compte que tu les exploites. Et t'as pas vraiment envie que tes vacances sur ton yacht, elles soient gâchées par une grève. Et pas de problème. Les BIM, c'est la solution. Plutôt que de lâcher de l'argent pour mieux payer tes employés, par exemple, tu verses des mensualités dans une caisse commune, entre plusieurs entreprises, comme ça. S'il y a une grève qui tombe dessus, pas de souci.
Tu reçois un dédommagement et tu subis aucune perte de bénéfice à cause de la grève. Et du coup, tu peux dire à tes salariés d'aller se faire foutre avec leurs revendications. Elle est pas belle la vie? Et en pratique, ça donne PSA Peugeot Citroën en 2008. La boîte a touché 550 000 € pour une grève dans son usine d'Aulnay. On salue les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes qui y travaillaient. Et compte de l'ironie, leur syndicat a estimé que le coût du conflit social pour eux, donc pour les grévistes, il s'élève à 500 000 €. Le système est quand même bien foutu, Mais tout ça, c'est des amuse-gueules. C'est des solutions vite fait avec 3 bouts de bois. Bon, alors des bouts de bois qui coûtent 550 000 €, on est d'accord. Ça doit être du joli bois, mais c'est des brindilles à côté de ce qui arrive. Parce que certes, les patrons, ils sont capables d'inventer quelques trucs en se creusant un peu la tête. Mais ils vont avoir besoin d'un sauveur. Et ils vont en trouver un. Mesdames et messieurs, je vous présente le saint patron des communicants, l'enfant spirituel d'Édouard Bernays, le messie du grand patronat, j'ai nommé Michel Froid. Il a une belle tête de vainqueur. Alors, petite parenthèse, si vous voulez en savoir plus sur Édouard Bernays, allez voir l'excellente vidéo de Spleen sur cet homme qui a fait fumer les femmes aux États-Unis. Et avant de dérouler la liste des actions que Michel Froid va mettre en place et le rôle majeur qu'il va jouer dans la naissance des agences de communication, laissez-moi vous brosser le portrait du personnage. On retourne au début du siècle. Né en 1914 à Bayonne, Michel Froid est fils de banquier. Bon, déjà, ça commençait mal. Il fait des études de droit, puis Sciences Po. Il semble donc tout destiné à une carrière d'énarque. Mais plot twist, il rejoint la cavalerie. Bam, un sabre, un canasson, et c'est parti. Quand je pense qu'il aurait pu passer toute une carrière à faire du cheval tranquillou et on n'aurait jamais entendu parler de lui, sauf qu'on est en 1939. Conformément à leur promesse de soutenir la Pologne, la Grande-Bretagne et la France entrent en guerre. Nous sommes le 3 septembre 1939. Durant la Seconde Guerre mondiale, qui comme son nom l'indique concerne tout le monde, Michel Froid va être amené à rencontrer des Américains. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est pas les beuveries qu'il a pu faire avec ses nouveaux poteaux, ce qui nous intéresse, c'est qu'il va apprendre leur méthode de communication. Bon, on est bien d'accord que je parle pas de l'anglais, ou de leur talkie-walkie, mais bien de leur méthodologie pour convaincre le peuple et les soldats qu'il faut continuer le conflit, qui consiste principalement à communiquer massivement et quotidiennement à destination du peuple, dans d'immenses halls, via des photographies et des cartes indiquant le déplacement des troupes, ce qui a pour objectif de les faire s'impliquer et adhérer au conflit. Et ça lui parle bien à Michel. En fait, il dit même qu'on pourrait adapter cette approche au conflit que mène l'armée française. Et c'est d'ailleurs précisément ce qu'il va faire en 1953 en créant le premier bureau militaire d'information au ministère de la Défense, durant la guerre d'Indochine, où il sera sous les ordres du général Jean Lattre de Tassigny. Pour vous présenter rapidement le personnage, j'aurais juste besoin de vous citer une de ses célèbres phrases. Les choses ne sont pas ce qu'elles sont, mais ce qu'on les fait apparaître. Voilà, donc un amoureux de la vérité. Et comme il pensait qu'une guerre n'était victorieuse que si elle était gagnée psychologiquement, nos deux protagonistes, ils se sont appliqués à diffuser en masse des tracts et de la désinformation auprès du peuple. Et pour ça, quoi de mieux que d'utiliser les médias qui sont déjà en place? D'ailleurs, la formule favorite de Michel, c'est... Pour se servir de la presse, il faut d'abord la servir. Il va la servir salade tomate oignon la totale. Durant la guerre, il leur fournit donc des informations clés en main, mais aussi des reportages photos, certainement pour leur éviter la peine de chercher par eux-mêmes. Il est quand même sympa ce Michel. D'ailleurs, il se vante dans ses mémoires d'être le seul fournisseur au monde de photographies du conflit. Donc si vous cherchez d'autres points de vue, cherchez pas. Et attention, parce qu'il fait pas que les fournir, il entretient aussi un lien très étroit avec eux. Par exemple, tous les matins, t'as le rédac-chef de François qui l'appelle pour savoir ce qu'il va titrer le lendemain. Non, mais on sait bien qu'un monopole de l'information et un contrôle total des médias, ça peut pas poser de soucis particuliers. Pas vrai, vous l'aurez? Et comme dans un arbre, on trouve jamais qu'un seul gland, figurez-vous qu'en Indochine, on trouve aussi le colonel Charles Lacheron. Alors, lui, son petit surnom, c'est la 7e arme. Charmant. Alors, autant on serait dans un film Marvel, je trouverais ça stylé, autant là, ça craint grave. Faut savoir que le monsieur a théorisé la doctrine de la guerre révolutionnaire. Cette théorie, c'est la bible de comment obtenir le soutien de la population. L'idée, c'est d'avoir un contrôle total sur le peuple, et sur ce qu'il pense aussi, tant qu'à faire, en utilisant des techniques aussi sympathiques que celles de la censure ou de la propagande. De cette manière, on a la population de son côté, et on peut s'assurer que personne ne soutient les insurgés. Est-ce que c'est bon pour vous? Méthode qu'il utilisera d'ailleurs durant la guerre d'Algérie. Bien évidemment, Charles et Michel, ils vont devenir des grands poteaux, et désormais, Michel, c'est une pointure, du 42. Enfin, je suppose, parce que bizarrement, j'ai pas trouvé d'infos sur le sujet. La méthodologie, maintenant, il la connaît par cœur. Et plus important encore, il l'a éprouvée sur le terrain. Il quitte donc l'armée en 1957 et va sévir dans le privé durant une dizaine d'années. Et nous voici en 1968. Alors, vous voyez un peu l'alignement des étoiles, là? Bon, c'est des étoiles de la mort, mais des étoiles quand même. Car oui, à la fin du mouvement contestataire de mai, Mich, il apparaît comme l'homme de la situation et il va se retrouver à la tête de la communication du CNPF à partir de 1969. Ça va pas traîner. Quand Michel débarque, les patrons ils sont refaits. Leur objectif c'est de contrer les idées libertaires et communistes et de diffuser l'idéologie patronale le plus possible. Et désormais ils ont le meilleur gars pour ça, vous l'avez compris.
Perso, je pense que quand ils ont vu son CV, ils n'ont pas demandé de lettre de motivation. Du coup, Michou, il est carré, il va repartir sur les mêmes bases que la guerre d'Indochine, et il va créer le premier service de presse français. Alors, visiblement, personne n'a voulu prévenir que là, on n'était pas sur un conflit armé, hein, parce qu'il va pas se gêner pour appliquer toutes ces techniques militaires au milieu économique. Ce qui nous donne un aperçu de la mentalité et de l'approche bienveillante du mec. Alors, à l'époque, et ça va peut-être vous étonner, mais on considérait pas mal les patrons comme des parasites, hein, qui exploitent les travailleurs. On sort de mai 68, je le rappelle, et à l'époque, Renaud, lui, il chantait ça. Hein. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, je sais ton père est patron, faut pas en faire un complexe. Le jour de la révolution, on lui coupera la tête, regarde-toi, regarde-toi. Tu le manques, Renaud, putain. Du coup, la mission de Michel, elle est claire. Il doit changer la perception des Français. Ne parlons plus de patrons, mais d'entrepreneurs. Ne parlons plus d'exploiteurs, mais de ces hommes qui prennent des risques. Louons l'héroïsme de Bernard Tapie et de Bolloré pour leur capacité d'entrepreneuriat et de management. Quand on connaît aujourd'hui tous les dossiers qu'ils ont au cul, enfin, avec, dans le cas de Tapie, du coup. Et aussi fou que ça puisse paraître, ça marche. Hein. Et visiblement, ça perdure encore aujourd'hui, hein, parce que vu le nombre de gens en 2022 qui se jettent sous les balles pour protéger les patrons et les ultra-riches, quand je fais des vidéos pour les tacler sur TikTok et Instagram... Taxons les riches. C'est ouf comme à chaque fois que je prononce... Mais restons en 1970 pour retrouver Michel et le CNPF qui œuvrent main dans la main pour manipuler l'opinion. Parce que quand on veut changer la perception des travailleurs, s'assurer qu'ils ne se rebellent pas pour demander de nouveaux acquis sociaux, il faut diffuser l'idéologie patronale. Et l'idéal, c'est de commencer par les gamins. Ils sont vachement plus malléables. Ils ont littéralement produit une collection de livres jeunesse. Fin de la blague. Non mais je vois bien les patrons qui viennent lire des histoires à leurs enfants. Winnie s'approcha de Porcinet, son ami de toujours. Il le prit par les épaules et lui chuchota. « Tu sais, Porcinet, le plus important dans la vie, ce n'est pas l'amitié, mais bien la croissance économique et les dividendes reversés aux actionnaires. » Je vais... Chérie, il y a encore un chef d'entreprise qui lit des histoires aux petits, là. C'est ça. C'est ça, casse-toi, connard. Enfin, ça m'a mon poussin. Mais bon, imaginez, ils lisent pas de livres, ou que les parents prennent pas le temps de leur conter l'histoire de super Bolloré, et qu'à cela ne tienne. Ils mettent en place des portes ouvertes dans les entreprises, et vont carrément mettre des cars à disposition pour aller récupérer les marmots. Vous avez jamais vu des voyages scolaires aussi bien organisés, c'est sûr. Les gamins, c'est bien, mais à cet âge-là, ils pichent que dalle à la finance, c'est chiant. Du coup, le CNPF, il va aussi investir l'éducation nationale et distribuer directement des fiches de cours pour les profs d'économie. Il les invite à des séminaires et il leur paye leur formation. Parce que former des formateurs, c'est vachement malin. Ça t'assure une influence sur plusieurs générations. Restent encore tous ceux qui ont déjà quitté l'école. Faut leur parler à ces gens-là. Donc, ils vont aussi arroser les médecins et les autres corporations de lettres pour relayer les idées patronales chez les cadres et les professions libérales. Comme ça, il y en a pour tout le monde. En 1973, il y a même 3 députés qui publient un livre sobrement appelé « Le piège ». Et le piège, c'est quoi ? C'est ces salopards de communistes et de socialistes, là. Ils se sont alliés dans un programme commun et ils veulent mettre en péril notre liberté et le progrès économique. La NUPES ? Ah non, là on est en 1973. Et au cas où vous auriez un doute sur le caractère légèrement orienté du bouquin, le dirigeant de la maison d'édition qui a édité ce livre, Yvon Chotard, il était dans le comité directeur du CNPF. Il y en a des coïncidences, c'est fou, hein. Et en plus de ce livre, un journal va aussi faire son apparition en 1977, sobrement appelé J'informe. Un journal qui se revendique indépendant et apolitique, créé sur des fonds patronaux. Bon, l'idée de ce journal, c'est de concurrencer Le Monde, qui était très lu et jugé trop à gauche, selon le CNPF, bien entendu. Du coup, ils ont investi 10 millions de francs pour une durée de vie de 3 mois. Bon, vu comme ça, on dirait un énorme flop, mais le but, c'est pas tant de le faire perdurer que d'offrir une tribune au patronat, juste avant les législatives de 1978. Ah ouais, parce qu'en fait, les législatives, c'est vachement important, comme on a encore pu le constater récemment. C'est fou le nombre de parallèles qu'on peut faire avec notre époque. Pour rappel, les législatives, ça définit si le président a la majorité à l'Assemblée. Auquel cas, il est en god mode, ou s'il va se faire nerfer par une majorité opposée à la sienne. Même s'il lui reste toujours le 49-3. Boum ! À l'époque, le président, c'est Giscard. Il claque des fesses à l'idée de se retrouver à cohabiter avec Mitterrand. Là... Mais attendez, on n'est pas en train de parler de politique, là ? C'est incroyable comme on passe ultra vite de l'économie à la politique. Presque aussi rapide qu'un ancien président qui deviendrait consultant chez les industriels. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Bref, on a vu comment le CNPF et Michel usaient du papier et des journaux. Mais on est dans les années 70, hein. Donc là, votre paperasse toute bonne à allumer le barbecue ou à protéger la table pour les travaux manuels, ça dégage. Le nouvel objet de déco à la mode dans le salon, c'est la télévision. L'ascension est fulgurante. La télévision devient de plus en plus accessible. Les ventes explosent, les programmes se démultiplient et les innovations se succèdent. Vous changez à distance, à volonté. Si en 1950, on en comptait à peine 4000 postes dans toute la France, 20 ans plus tard, on en dénombre plus de 10 millions.
Ce qui nous fait une augmentation de « Oh bordel, mais c'est énorme !» Donc, il faut penser audiovisuel. Et Michel, il va pas s'emmerder à réinventer l'eau chaude, il applique la même méthode que durant la guerre. Il va régaler la presse. Le CNPF s'équipe donc d'une structure de production et commence à tourner des images en entreprise de manière à fournir directement du contenu pré-mâché aux télévisions. Vous connaissez les bails. Ils produisent des émissions de télévision comme La Belle France, animée par Yves Mouroussi, mais aussi le Festival de l'audiovisuel et de la communication à Biarritz. On aurait tout aussi bien pu s'appeler le Festival du capitalisme, puisqu'il prime que des films sur l'économie et l'entreprise. D'ailleurs, anecdote, c'est le papa des Shut Up qui a été primé à la première édition avec un court-métrage appelé l'innovation. Je vous le mets en description juste pour le plaisir. Mais on n'oublie pas la radio, attention! Le CNPF, il va aussi participer à la création du premier jeu d'information économique sur RTL, appelé Société 70, et présenté par Guy Lux. Alors le concept, il est ouf, On vous présente un objet, genre ma godasse. Ouais, bon, pardon, mais j'avais que ça sous la main. Et si vous trouvez qui l'a créé, vous gagnez 5000 francs en actions de société. Alors je dis ça, c'est à titre d'exemple, vous n'allez pas gagner 5000 francs. Déjà parce que les francs ça n'existe plus, qu'on n'est pas sur RTL, que je suis pas Guy Lux et qu'on n'est pas en 1970. Mais putain, pourquoi je me fais chier à expliquer tout ça? En plus, l'émission se conclut sur une interview du PDG de l'entreprise. Comme ça, hop, cerise, gâteau, impeccable. Et faire de l'information qu'on donne aux journalistes, c'est bien. Mais les contrôler, c'est encore mieux. Du coup, le CNPF, il s'intéresse aux journalistes. Mais genre de très près. Il les invite aux conférences de presse du CNPF. Jusqu'ici, ok, c'est un peu la base de les tenir informés. Mais il les fiche aussi. Ah, ça c'est pas banal. Le CNPF s'abonne à un service d'écoute, normal, pour enregistrer les émissions radio et télé et recenser les interventions sur l'économie et le social. Ces interventions, ensuite, elles sont retranscrites et s'il y a un truc qui plaît pas au patronat, plink, hop, on appelle les journalistes pour les reprendre. Oui, alors là, en fait, je mime un téléphone à cadran et je viens de perdre tous les spectateurs les plus jeunes. Ce genre de pratique, c'est pas très gentil. C'est pas très liberté de la presse. Sachez-le. Alors maintenant, le CNPF produit de l'info, contrôle les propos des journalistes. Qu'est-ce qui leur manque? Ah ben oui, former des patrons à intervenir dans les médias, dans les radios, à la télévision, parce que, oui, Michel Froid, c'est aussi le précurseur du média training en France. Et le média training, comme son nom l'indique, c'est l'entraînement pour passer devant les médias. Et comme Batman, ils vont se créer un repère secret. Bon, sauf que eux, ils sont de droite. Comme Batman, du coup, en fait. Mais on va pas se lancer dans ce débat. Ils ont donc construit un véritable studio de télévision, rue Marignan, à Paris, qui a été conçu spécialement pour ça. Et pourquoi secret? Parce qu'en fait, les journalistes qui viennent former les patrons aux interviews, ils veulent pas trop que ça se sache. Car en effet, ils sont formés par des journalistes comme Yves Mourousi, qu'on a cité un peu plus tôt. Un groupe de 5 ou 6, des patrons viennent donc s'entraîner, à bien se tenir, à s'exprimer clairement, et à défendre l'idéologie patronale, bien entendu. Cette formation, elle porte sur la forme, mais aussi sur le fond. Parce qu'ils apprennent tout un argumentaire pour répondre face aux syndicats. Et ça s'arrête pas là, non. On va pas juste former des patrons. Tant qu'à faire, on va aussi éduquer les politiques. Vu que visiblement, ils sont pas foutus de parler d'économie dans les médias, on va leur apprendre. Et hop, dès 1972, des séances sont organisées pour des politiciens de la droite et du centre, des ministres, des secrétaires d'État, le tout avec la bénédiction du Premier ministre de l'époque. D'ailleurs, PPDA, vous savez, le journaliste accusé de viol et d'agression sexuelle par plus de 20 femmes, lui aussi, il a participé à entraîner ses politiques. C'est vraiment un gros tas de merde. Et pour accélérer le processus, le CNPF met en place la bien connue technique Tupperware. On a vu se décliner avec tout un tas de produits d'ailleurs. Vous savez, ces petites réunions à domicile où un membre de notre famille nous invite avec quelques amis pour nous revendre des petites boîtes en plastique, du maquillage ou tout autre denrée bien trop cher de manière à se faire un bon bénéfice sur notre gueule. Là, c'est exactement la même chose, mais entre patrons. Sauf que du coup, ils se revendent pas des denrées, mais des éléments de langage et des formations. Parce que apprends à un patron à lutter contre les idées de la gauche un jour. Et il se gênera pas pour le faire. Mais forme 10 patrons, à former des patrons. Et tu verras se diffuser l'idéologie patronale toute ta vie. Vous l'aurez compris, petit à petit, la sphère d'influence du CNPF glisse du patronat à la politique et contribue à la victoire de la droite aux législatives de 1978. On le redit, les législatives, c'est important. Via l'éducation, les journaux et les politiques, le CNPF va parvenir à imposer les idées patronales et modifier le regard qu'on porte sur le travail et les grands industriels. Mais plus encore, il va obtenir un véritable poids auprès des politiques. Michel Froid, lui, il devient l'homme qui murmurait aux oreilles des grands patrons, et il va rassembler autour de lui toute la nouvelle génération de communicants, tout droit sortis de Sciences Po et de l'Université Paris-Dauphine, tout en travaillant en sous-main pour les jeunes stars libérales du Parti républicain, qui deviendront ainsi un pôle de rassemblement à droite. En 1986, il fonde un cabinet de relations publiques à Paris, l'agence de communication DGM, qui a, entre autres, pour clients Bernard Arnault et Vincent Bolloré.
Vous savez, le patron d'Hanouna, là. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Voilà donc qui est Michel Froid, l'homme qui a participé à la professionnalisation de la communication basée sur la persuasion. Et la leçon, elle a bien été retenue, parce que des agences de communication nées ou ayant grandi durant les années 80, elles reprennent ce système d'influence croisé là, entre conseils aux entreprises et aux politiques, et continuent d'influencer des journalistes pour orienter l'opinion dans l'intérêt de leurs clients. Près d'un demi-siècle plus tard, les techniques de communication, elles se sont largement professionnalisées et il y a même de fiers héritiers qui ont émergé. Les agences Havas, Publicis, Imachette, elles en sont les plus beaux rejetons. Et bien entendu, McKinsey, si on ne se contente pas juste à notre côté de l'océan Atlantique. Aujourd'hui, les agences de communication ont professionnalisé les média training et coachent leurs clients pour les passages télé. Elles écrivent des argumentaires, elles mettent en place des stratégies de communication. Elles prennent des clients dans l'ensemble du spectre politique, à gauche comme à droite, parce que visiblement, en plus de pas avoir d'odeur, l'argent n'a pas de couleur. Et bien évidemment, ils accompagnent toujours les entreprises. Havas, par exemple, il conseillait 20% des entreprises du CAC 40 en 2015. Havas, qui a d'ailleurs le groupe Bolloré comme actionnaire. Tout se recoupe. Incroyable. La relève du CNPF est assurée. Et voyons d'ailleurs un peu comment ces agences mettent à profit le fait de mélanger politique et industriel. On va continuer avec Havas, parce qu'ils sont en plein dans le sujet, et j'ai choisi cette boîte complètement au pif, parce qu'elle va pas du tout être une partie centrale de la suite de mon récit, je vous rassure. Est-ce que vous vous rappelez de José Bové, qui a démonté un McDo à Millau en 1999? En fait, à cette époque, l'Europe avait interdit d'importer des bœufs aux hormones depuis les États-Unis. Et en réponse à ça, les Américains, ils ont imposé des droits de douane de 100% sur le Roquefort. En fait, en 2009, ils ont même menacé de les passer à 300%. Quoi, 300%? Non, je fais pas ça. Je ne suis pas un fromage, on a dit. Moi, ça me donne envie de dépenser un McDo, d'accord? Alors, on se calme, ok? S'il vous plaît, n'insultez pas l'américain dans les commentaires. Mais suite à ces hausses de frais de douane, des producteurs de lait, dont José Bové, ont démonté un McDo en construction pour protester. Suite à la médiatisation de l'événement, l'image de marque de McDo, on a pris un petit coup, Elle a été légèrement dégradée. Et c'est là que l'agence de communication Havas est intervenue en jouant sa carte piège. C'est l'heure du Xavier Bertrand, qui à l'époque était secrétaire d'État à l'assurance maladie et lui aussi client d'Havas. Coïncidence. Il soutient donc publiquement la firme. Lors d'une de ses visites au siège, il déclare même « Au moins chez McDo, il y a des quartiers de pommes, alors qu'à l'UMP, il n'y a que des croissants. » Un homme soucieux d'avoir une alimentation équilibrée. Quel homme ce Xavier. Mais visiblement, il s'inquiète aussi de nos chères têtes blondes. Oui, parce qu'il va spontanément se rendre dans des établissements financés par la Fondation pour l'enfance de McDonald's. Parce que si t'as des fondations pour l'enfance, qu'est-ce qu'on peut te reprocher? Et visiblement, en 2016, Xavier Bertrand, il est toujours aussi content de les soutenir. Ah, c'est un travail de fond, de redorer l'image d'une marque. Merci Xavier pour ton engagement. Et cette stratégie, qui consiste à lier intimement politique et entreprise, les agences de communication vont continuer à la pratiquer des années durant et vont voir leurs affaires et leur notoriété fleurir. Mais comme toute bonne soirée, à un moment donné, la fête est finie. Et c'est ainsi qu'entre 2012 et 2017, les agences vont connaître un revers de médaille, mais retentissant, Havas en tête. Ah mais je vous avais dit, je l'ai pris complètement au hasard. Et la chute, elle va être bien abrupte, avec le scandale médiatique du Sofitel, à savoir l'agression sexuelle perpétrée par Dominique Strauss-Kahn quelques mois avant la primaire des partis de gauche. Ça s'enchaîne tranquillement avec l'affaire Cahuzac, qui est alors ministre délégué chargé du budget sous Hollande, dont Mediapart, abonnez-vous, met en lumière les fonds non déclarés sur des comptes en Suisse. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Et toujours là pour briser des genoux, Mediapart, ça fait plaisir. Et devinez qui était le conseiller en communication de ces deux hommes? Stéphane Fouque, le vice-président d'Havas. Total hasard. Après, je vous cache pas que le président Hollande, il le trouvait déjà nul à chier depuis la défaite de Jospin, qu'Havas avait conseillé. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Et sur ces entrefaits, les Bolloré, père et fils, Vincent et Yannick, ils se disent « Ok, faut arrêter les conneries. Les politiques, il y a trop de risques que ça se voit quand ils font des conneries. » Donc, ils poussent Stéphane Fouque à abandonner ses contrats politiques. Ce qui les empêchera pas d'aller conseiller des candidats aux élections présidentielles en Guinée et au Togo. De toute façon, les Français, ils ont rien à foutre de ce qui se passe là-bas. S'il y a scandale, on n'en entendra pas parler. En tout cas, les médias de Bolloré, eux, ils en parleront pas, c'est sûr. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Bref, de son côté, l'Élysée va officiellement écarter les agences de com. Hollande se la joue, je parle au peuple directement sans le filtre des communicants, ce qui n'empêchera pas d'inviter des amis à discuter. Des amis communicants, Cela dit, c'est quand même bien pratique d'avoir des copains qui filent des conseils. Gratuitement, Et si c'est des bonnes bouffes comme les repas qu'organise Wauquiez, franchement, ils doivent se régaler. Parmi ses amis, on retrouve d'ailleurs Robert Zaradé, un ancien de chez TBWA. Alors,
TBWA, c'est rien de moins que le 3e groupe de communication en France. Et si vous vous demandez ce qu'a bien pu faire Robert après avoir tapé des repas avec Hollande, eh ben sachez qu'il a aussi soutenu l'élection de Macron. Et que c'est à lui qu'on doit la France en marche. Ça fait plaisir. Et ce type-là, eh ben Hollande, il le voyait tous les dimanches à 18h. Mais bon, qui ne fixe pas des rendez-vous hebdomadaires avec ses amis ? Je crois que je vis dans le déni. Bon, je me permets au passage de citer une autre ancienne de TBWA, Marie-France Lavarini. François Hollande n'a pas de conseiller en communication. Il a des amitiés professionnelles. Voilà, non mais c'est ça, c'est juste des amitiés professionnelles. Parce que vous pouvez être suspicieux quand même. Eh ben d'ailleurs, moi c'est pareil, hein. J'ai pas envie de cramer des panneaux publicitaires. Juste de montrer ma désapprobation de manière flamboyante. D'ailleurs, les agences comme Havas et McKinsey, parce que oui, hein, j'ai pas oublié où je voulais en venir, encouragent leurs conseillers à s'investir sur leur temps libre. Comprenez par là à se faire des amis professionnels. Et à les conseiller de manière hebdomadaire, bien sûr. D'ailleurs, ça s'appelle faire des missions pro bono, ce qui signifie pour le bien public. Voilà, on apprécie leur intérêt pour le bien public. La seule question que je me pose, c'est pour le bien public de qui? Et leur engagement, il s'arrête pas là. Hein. Sachez qu'on retrouve beaucoup d'anciens salariés d'agences dans les cabinets ministériels. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Hein. On va peut-être pas trop se déprimer pour une seule vidéo. Comment ça, c'est trop tard? Leur objectif, en tout cas, c'est surtout de conserver de fortes relations avec les classes politiques, sans pour autant risquer des retours de flamme. En temps d'élection, les agences, elles se positionnent auprès des candidats en espérant entrer au cœur du pouvoir, en conseillant les futurs élus. C'est comme les courses de chevaux, mais il faut savoir parier sur le bon. Les courses, vous le savez. Ta gueule! C'est d'ailleurs là qu'on en arrive à notre nouvel étalon, le jeune Emmanuel Macron. Cette histoire débute un peu avant la débâcle des agences de com en 2007. Approchez-vous les enfants. Emmanuel Macron a alors 29 ans. Il est inspecteur des finances et devient rapporteur général adjoint de la commission Attali, dont le rôle est de proposer des réformes économiques au président Sarkozy. Bonjour. Ce poste va lui permettre de faire de nombreuses rencontres, dont celle de Éric Labbé, qui était à l'époque le dirigeant de la branche française de McKinsey et compagnie, à Paris, ainsi que de Karim Tadjeddine, chef des consultants de McKinsey aussi, et dont on va reparler. Et ben voilà, après 20 pages de script, je reviens sur McKinsey, je retombe sur mes pattes. Enfin, bon là je vais pas vous faire un dessin, les gars ils se voient très régulièrement, ça bosse en mode pro bono, on est sur de la bonne amitié professionnelle, ça tisse du lien entre l'agence et le futur président. Spoiler alerte, ça va pas s'arrêter là, mais ça vous le savez déjà. Petit bond dans le temps, on arrive en 2016. Emmanuel Macron est désormais ministre de l'économie de François Hollande. Alors, ministre c'est pas dégueu, mais lui ce qu'il aimerait bien, c'est être calife à la place du calife. Du coup, il commence à préparer des présidentielles. En avril, il crée son parti En Marche, dans lequel on retrouve étonnamment une dizaine de salariés de McKinsey. Et les Macronleaks ainsi que les comptes de campagne déposés par Macron à la Commission nationale prouvent que tout ce petit monde a bel et bien travaillé gracieusement sur toutes les grandes thématiques qui concernent le rôle du président, parce que malgré tous leurs échanges et leurs réunions, il y a zéro facture. Ça pro bono du lourd. Bon, et visiblement, ça finit par payer, hein. Puisqu'à son élection en 2017, les consultants de McKinsey ils se retrouvent à différents postes de pouvoir. On en a un directeur adjoint du cabinet du secrétaire d'État au numérique, un autre chef du pôle projet de la République En Marche, et encore un directeur général de la République En Marche. Et c'est fou comme on passe vite de la vie d'entreprise à la politique chez McKinsey. Et au passage, le bon Éric Labbé, vous savez, le dirigeant de McKinsey France a rencontré en 2007, lui, il a été nommé président de Polytechnique par Macron en 2018. Et accessoirement, il y est toujours. Il n'y a pas à dire, il y a des amitiés qui sont plus rentables que d'autres. Parce que moi, par exemple, je m'entends super bien avec mon boulanger, il m'a jamais lâché une miche de pain, l'enfoiré. Oh, excuse-moi, Christian, je suis désolé, mes paroles ont dépassé ma pensée. À noter que les va-et-vient, là, ça fonctionne dans les deux sens. Parce que Martin Baumer, qui est l'ancien patron des jeunes avec Macron, il a rejoint McKinsey en 2020. C'est un moulin, bordel. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il est aussi suspecté d'agression sexuelle. Mais c'est peut-être une condition sine qua non pour bosser en macronie, je ne sais pas. En fait, cette perméabilité entre le monde politique et celui de l'entreprise, c'est un phénomène qui est bien connu. Ça s'appelle les revolving doors, ou portes battantes en français. C'est le principe selon lequel quelqu'un qui est législateur à un poste, dans le privé, il peut se retrouver affecté aux mêmes législations dans le public. Ou inversement, en série ou en parallèle, ça marche comme les schémas électriques. Et bim, la référence à mes cours de techno au collège, c'est passé. Alors, dans l'idée des revolving doors, vous imaginez bien qu'on est censé éviter ça le plus possible. Pour la simple et bonne raison que ça peut créer des putains de conflits d'intérêts. Mais étonnamment, dans les faits, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au sein du gouvernement et des cabinets ministériels. En fait, la loi de la transformation de la fonction publique a même facilité le recours aux contractuels. Comme ça, on fait carrément rentrer des agents privés dans le public, ils bossent un petit moment dans l'administration, et hop, ils retournent dans leur boîte. Imaginez par exemple le biais qu'il pourrait y avoir à ce qu'un banquier de chez Rothschild, il devienne ministre de l'économie.
Selon vous, il défendrait les intérêts de qui? Franchement, ce serait fou. Mais imaginez quand même. La pratique, elle est peut-être ancienne, j'en sais rien. Mais le concept de revolving doors, lui, il est connu que depuis 2010. Et au regard de la rétrospective qu'on vient de se faire, moi j'aurais tendance à penser que c'est la résultante de ce rapprochement entre industriel et politique. Parce qu'on voit aujourd'hui à quel point ils sont devenus indissociables. Et d'ailleurs, c'est pas au vieux du Sénat qu'on apprend à faire la grimace, parce que visiblement, dans le cadre de l'affaire McKinsey, ils ont quand même fini par estimer que le pro bono, ça pourrait s'accompagner d'un risque de contrepartie onéreuse. Et Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique aux hôpitaux de Paris, aurait même dit: il existe un risque qu'un engagement pro bono puisse être une manière pour le cabinet de conseil de se rendre indispensable. Donc vous êtes en train de me dire que les conseillers McKinsey, ils auraient eu des idées de profit personnel derrière la tête quand ils ont aidé bénévolement Macron dans sa campagne électorale? Et moi qui pensais que c'était des amis professionnels? La commission d'enquête, elle a d'ailleurs recommandé d'interdire purement et simplement les prestations pro bono au regard de ces risques déontologiques majeurs. Et au moment où j'écris ce script, il y a 2 enquêtes judiciaires qui ont été lancées à l'encontre du chef de l'État. Et c'est là que je réalise que ma vidéo va pas rester à jour très longtemps. La première enquête porte sur un potentiel financement illégal des 2 campagnes électorales de Macron. Et la seconde sur le potentiel favoritisme et recel de favoritisme envers McKinsey. Alors l'affaire, elle est loin d'être résolue, mais perso, je compte bien suivre la suite de la série avec le plus grand des intérêts. Je sais pas vous, parce qu'en fait, au-delà des sommes considérables qui sont utilisées à notre détriment, je le rappelle, pour gratifier ceux qui ont misé sur le bon cheval et qui ont participé à sa mise en place, on a assisté ces 60 dernières années à l'avènement d'un pouvoir qui est guidé par les intérêts de l'idéologie patronale. Parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable réseau d'influence qui s'est créé entre les politiques et les industriels via les agences dont les conseils impactent nos vies et dont je crains qu'ils ne visent pas vraiment notre bien. Donc sur ce, gardez l'esprit critique et à la prochaine.